Oh, je pense que... Hi, by the way, bonjour. Pleased to meet you. Pleased to meet you, you too. Omar, juste, on est bien d'accord que, en fait, on va faire comme la première fois. Vous allez introduire chaque intervenant et chaque intervenant va monter sur scène quand vous l'appelez. C'est peut-être mieux comme ça, oui, ça vous va? So, just to let you know that Sammy will call each one of you individually, and then you come up on the stage. Well, either yeah, that way. There's a stair over there, and you can take a seat. All good? Oh, I don't know. I couldn't help you there. Omar. So, if Roman, as Roman is now at a distance, si il vous présente pas, je vais vous présenter. En fait, on pensait vraiment, comme on a dit, à une transition un peu plus naturelle entre guillemets, mais si ça marche pas, bah, moi je vais vous présenter et il n'y a pas de souci, ok? C'était ça, en fait, oui. En fait, c'est comme ça, j'imaginais un peu la transition. Mais comme il est à distance, comme il a dit vraiment, genre, je vais faire mon speech et après, rebonjour à toutes et à tous. Et comme disait Madame Laurent tout à l'heure, ça fait plaisir de voir autant de femmes dans la salle ici et en espérant qu'il y a autant de femmes connectées parce qu'on est également en direct sur WebEx. Je vous laisse vous retrouver vos places pour la deuxième partie de cette conférence Spectre et Innovation. Et on va parler des Géos de Paris. Les Géos de Paris qui auront lieu en 2024, donc l'année prochaine. Et voilà, les athlètes et stades connectés, l'innovation à l'heure des Jeux. Je vous laisse vous retrouver vos places et on va commencer dans quelques instants. Je vais passer la parole justement au premier speaker de cette deuxième partie, de cette 6e édition de Spectre et Innovation. Monsieur Samy Lazare, directeur de programme à l'Agence nationale des fréquences. Les éditions de 1908, 1948 et 2012,
et précédera Los Angeles avec les célébrations de 1932, 1984 et 2028. Au-delà de Paris, c'est la France entière jusqu'à la Polynésie française pour le surf qui va vivre cette expérience. Même si la majorité des épreuves se concentrera en Île-de-France, la province ne sera pas en reste et accueillera les épreuves de basketball, de handball, de tir, de voile et de football. Alors, que dire sur les Jeux Olympiques ? En fait, il s'agit rien de moins que du plus grand événement sportif jamais organisé sur notre territoire. Quelques chiffres. Quelques chiffres pour illustrer l'ampleur de cet événement. Les Jeux Olympiques, c'est 4 milliards de téléspectateurs. 9,7 millions de spectateurs attendus pour les Jeux Olympiques et environ le tiers pour les Jeux Paralympiques. C'est 40 sites de compétition pour les Jeux Olympiques et environ la moitié pour les Jeux Paralympiques. C'est 206 nations pour les Jeux Olympiques et presque autant, 184 pour les Jeux Paralympiques. C'est également 28 sports en compétition pour les Jeux Olympiques et 22 pour les Jeux Paralympiques. Et pas moins de 10 500 athlètes concourront pour les Jeux Olympiques et de l'ordre de 4 400 pour les Jeux Paralympiques. C'est également aussi un usage très intensif des fréquences. Le succès de cette formidable entreprise passe par une multitude de défis technologiques, humains ou organisationnels. Et parmi ceux-ci, le défi des fréquences. Ce défi, même si nous avons organisé 2 fois les Jeux à Paris, il n'a jamais été relevé. En 1924, il n'existait pas. Mais en 2024, le monde est devenu connecté. Et comme tout le monde l'imagine, pas de fréquence signifie pas de jeu. En effet, cette ressource immatérielle est désormais au cœur des jeux. Pour le chronométrage, pour la prise d'image grâce à des caméras mobiles, donc sans fil, pour les interviews avec des micros sans fil, et aussi pour cette cérémonie d'ouverture inédite que nous préparons à Paris. Les fréquences sont donc essentielles pour l'organisation et pour les médias, mais elles sont aussi la clé de la sécurité. Pour les athlètes, sécurité pour les athlètes, sécurité pour les spectateurs, pour les transports, pour tous nos collègues du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées qui superviseront ces grands rassemblements. Dans ces conditions, la devise olympique, Situs, Altius, Fortius, communautaire, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, trouve tout son sens. Elle pourrait d'ailleurs s'appliquer à la gestion du spectre en général, mais pour les Jeux, elle traduit bien que la réussite d'un tel événement passe par un usage intensif et innovant du spectre radioélectrique. Plus vite, plus haut. Pourquoi ? En fait, les quantités d'informations à transporter et les débits seront exceptionnels. Plus fort, les besoins en connectivité seront intenses. Les usages et les services seront nombreux. Les terminaux et les capteurs devront être résilients. Ensemble, pourquoi ? Un bon usage du spectre ne peut se faire sans une vision globale, une coordination et une concertation entre les grands utilisateurs. Les Jeux seront donc aussi une vitrine de l'innovation dans le domaine des fréquences. C'est pour cela que notre table ronde s'intitule « Athlètes et stades connectés, l'innovation à l'heure des Jeux ». Elle rassemble différents professionnels investis dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques qui vont nous décrire et échanger sur leurs Jeux olympiques et paralympiques, sur la façon dont ils appréhendent les enjeux associés à cet événement. Quels sont les défis technologiques à relever ? Quelle a été l'évolution des technologies au fil des différentes éditions des Jeux ? Quels moyens et systèmes pour la mesure de la performance ? C'est donc avec une grande joie que je vais vous les présenter avant de leur céder la parole. Alors, je vous demande d'accueillir sur la scène M. Jacques Denabouillu, qui est le directeur du développement des réseaux de diffusion et de la distribution de France Télévisions. M. Omar El Zayat, qui est le responsable de l'intégration de l'innovation au sein du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Monsieur John-Paul Giancarlo, qui est le directeur associé technologie et énergie pour le Comité international olympique. Monsieur Romain Ménil, qui est à distance, qui est le directeur du programme Innovation Jeux Olympiques de Paris 2024 pour Orange Events. Alors, M. Ménil nous présentera également un éclairage assez particulier, puisqu'il est ancien athlète de haut niveau et qu'il a concouru aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 en saut à la perche. M. Sotiris Salamouris, qui est le directeur des nouvelles technologies d'Olympic Broadcasting Services, qui est la société qui produit la couverture télévisée, radio et numérique en direct pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Et enfin, M. Olivier Vicard, qui est le directeur technique d'Orange Events. Comme vous l'aurez compris, les fréquences vont contribuer à la réussite des Jeux de Paris. Donc, je souhaite qu'à l'issue de cette table ronde, tous ces enjeux deviennent plus palpables pour vous et que dans un peu plus d'un an, que vous soyez dans les tribunes ou devant votre téléviseur, vous ayez une pensée pour tous ceux qui auront permis que toutes les fréquences vibrent à l'unisson des Jeux. Merci beaucoup, Monsieur Lazare. Maintenant, je laisse la parole à notre premier intervenant, c'est Romain Ménil. Il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais il est connecté à distance. Donc, Romain, vous allez bien? Est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend pas. Ok, super, ok. Merci. C'était, je crois, la première fois que France Télévisions prêtait des caméscopes aux athlètes pour filmer les JO de l'intérieur. Et je me rappelle que j'avais mon collègue Sébastien Lévy, décathlonien, qui nous filmait pendant tous les Jeux Olympiques et qui nous avait filmé pendant le départ du village olympique à nos premiers, d'ailleurs, cérémonies d'ouverture. Donc voilà, pour vraiment montrer l'intérieur et les émotions que pouvaient avoir les athlètes un peu en back-office. Et puis la troisième chose, c'est Samsung qui avait distribué à tous les athlètes des téléphones mobiles. Donc il n'y avait pas les cartes SIM avec, mais en tout cas c'était voilà. Et c'est vrai que ces deux dernières choses, c'est la communication. Donc si je parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, finalement dans l'usage, peu de choses ont évolué. On utilise toujours beaucoup la vidéo. La tête utilise beaucoup la vidéo. Et évidemment, avec l'arrivée des smartphones et des tablettes, on voit, hein, je pense que vous voyez à la télé, les coachs dans les tribunes d'athlétisme qui filment leurs athlètes et font un débrief en temps réel pendant une épreuve olympique. Donc ça, c'est une chose. Et ce qu'on attend, c'est avoir aussi le plus de data possible sur ces devices-là. Donc des données qui pourraient remonter du terrain olympique. Donc tout ça met en jeu finalement le réseau du stade, à la fois l'entraînement, à la fois en compétition. Et alors, par contre, il ne faut pas oublier que si on fait ça au niveau de la performance, c'est bien parce que c'est pour améliorer l'athlète, améliorer l'instinct de l'athlète, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on compare des données tangibles, vidéo, data de performance, comme la vitesse, etc., avec nos sensations. Et ça, voilà, mais alors je prends l'exemple du saut à la perche parce que je faisais du saut à la perche. Sur le saut à la perche, ce qui fait la différence entre un champion olympique et l'autre, c'est évidemment toute la confiance qu'il a et toutes les sensations qu'il peut avoir dans son saut. Et ce n'est pas forcément les datas qu'il aura récoltées. Et puis pour finir, sur le toujours deuxième métier au niveau de la communication, bien sûr, ça a évolué. Maintenant, la communication de l'athlète ne repose plus sur France TV ou sur la presse. Il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Et on a besoin, je pense, de travailler, de présenter nos émotions et nos sports au public. Et les Jeux Olympiques ont ça comme particularité, c'est que ce sont finalement des spectateurs qui connaissent très peu les sports qui vont venir. Et c'est pour ça que dans les innovations que je travaille, moi, avec Paris 2024, dans le cadre de mon métier chez Orange, il y en a une qui touche particulièrement et qui a besoin de réseaux dans le stade, de réseaux descendants. Du réseau mobile, en fait, c'est pour permettre de mieux comprendre, pour un spectateur, de mieux comprendre le sport, les règles du jeu et ce qui se passe sur le terrain InStadia. Parce qu'InStadia, il n'a pas les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui apporter avec le mobile? Voilà, et je pense que, peut-être pour lancer le débat, en tout cas, c'est un bon premier usage. Et je voulais le mettre en avant parce que c'est un usage qui me touche beaucoup, qui va nous permettre
à nous, athlètes, de véhiculer le maximum d'émotions et pour le plaisir des spectateurs. Merci beaucoup, Romain. Romain, je sais que vous travaillez avec Omar El Zayat et je vous laisse justement la parole pour nous en parler de vos collaborations et à quel niveau, comment vous travaillez ensemble. Non, essayez peut-être l'autre micro. Oui. Non, peut-être le micro noir. Voilà. Et là, ça fonctionne bien. Bonjour à tous, merci beaucoup pour nous inviter ici. Et en effet, le sujet d'explication des règles, comme l'expliquait Romain, est un sujet crucial. En fait, nous sommes tous intéressés par les problématiques techniques que l'on peut rencontrer, etc. Mais là où je rejoins Romain aussi, c'est que le point de départ toujours reste quel est l'usage, quel est le besoin aujourd'hui qui est identifié. Et bien sûr, il y a des sports qui sont plus connus que d'autres, il y a des sports où les règles sont beaucoup plus simples à comprendre, mais aujourd'hui, des fois, il y a un manque de vulgarisation, il y a un travail aussi d'explication des classifications pour les sports paralympiques, il y a tout ce qui touche à les frustrations d'incompréhension des décisions arbitrales sur lesquelles on voudrait travailler. Donc ça, c'est le point de départ de comment on entreprend cette démarche avec Orange pour se dire, OK, ça c'est le point de départ, maintenant comment techniquement est-ce qu'on peut mettre ça en place? Et le défi, c'est bien sûr en amont de l'arrivée au stade, l'explication des sports, mais aussi une fois qu'on est là, comment on fait en sorte que les spectateurs ont la possibilité d'interagir et pas juste d'avoir des informations descendantes. Donc il y aura des infos qui arrivent, des infos qui sont remontées, donc des échanges. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs choses, notamment aussi sur tout ce qui touche à l'accessibilité pour que des personnes puissent comprendre, avec des déficiences, par exemple visuelles, comment ils pourraient comprendre ce qui se passe sur le terrain de jeu. Et ça aussi, ça nécessite aussi pas mal de travail d'un point de vue fréquence et de connectivité. Et vous avez parlé de Venue Twins. Est-ce que vous voulez en parler un peu plus sur ce que vous avez on parle tout à l'heure? Oui, je pense pour la partie d'après, peut-être. OK, ça marche. Maintenant, so now I'm going to hand over to Jean-Paul Giancarlo. If you'd like to take to the pulpit. Merci. Yeah, with regards to the slides, en ce qui concerne les slides, est-ce qu'on peut peut-être couper la caméra? Parfait. OK. Parfait. OK, super. Bonjour à tous. Je vais parler en anglais. Merci pour l'invitation. Merci, thank you for inviting me. It's a real pleasure to be here today with our friends from ANFR and all the guests. I'm going to talk a bit about the challenges from our point of view as the IOC and how we work together with the Spectrum Authority and some of our partners to overcome them. Clearly, as Sammy said at the beginning, the issue with the games, in particular the summer games, is one of volume. It's one of the scale of the event. L'échelle de l'événement en termes de fréquence nécessaire pour gérer ces jeux modernes dans le contexte numérique. C'est un problème économique très simple, au sens où il faut de plus en plus de spectres, mais qu'il y en a de moins en moins disponibles, surtout dans des villes comme Tokyo ou Paris. Par conséquent, on a un problème de saturation des réseaux, problème d'indisponibilité des spectres qui est occupé par des diffuseurs ou autres parties prenantes. Comment surmonter ces problèmes? Un problème important, c'est la coopération qu'on va mettre en place avec les différentes autorités très en amont. Cette coopération commence des années avant les Jeux et fondée sur les informations qu'on a tirées des éditions antérieures des Jeux, et on développe son propre plan en termes de besoins des clients. On trouve des solutions ensemble. Mais pour cela, il faut penser en dehors de la boîte logique. Donc, on essaie de voir comment utiliser le spectre à court terme, comment libérer les spectres de manière souple, utiliser des moyens pour
agrandir la disponibilité des spectres. Et cela, ça veut dire ça commence au niveau de la phase de planification jusqu'au moment où les gens commencent à commander et à se voir livrer ces spectres. Donc, on a un rôle opérationnel sur le terrain pour l'utilisation des spectres sur les sites olympiques. Donc, la difficulté n'est pas simplement technique, mais c'est aussi opérationnel. Et cela demande qu'on travaille vraiment main dans la main avec les autorités différentes de ces pays. Je vous parlerai brièvement du sujet des chronométrages, par exemple, ou des résultats. Toutes les horloges que vous voyez, les chronomètres à la télévision, c'est nos amis de l'OBS qui les fournissent, avec notre partenaire Omega qui travaille avec les fédérations. Et on a besoin de spectres pour cela, parce que c'est un très risqué, parce qu'il faut avoir la certitude dans la disponibilité des données en temps réel. Donc avec les fédérations, il y a une approche plutôt conservative. Pour les événements comme la Coupe du Monde, par exemple, on va utiliser par exemple un système sans fil, mais dans le contexte olympique, ils vont choisir peut-être de ne pas le faire du fait du volume de spectre qui est en jeu. Mais on serait impossible de comprendre ou de suivre des événements comme les marathons en natation, etc., sans le suivi à travers ces outils de spectre. Donc, de notre point de vue, il y a la question de la disponibilité du spectre. C'est une difficulté. Comment utiliser le spectre, ou on décide d'utiliser les spectres disponibles, ou si c'est du Wi-Fi ou des réseaux mobiles pour transmettre des informations sur les jeux en fonction des risques, la disponibilité. Pour nous, les facteurs pour le CEO, c'est la capacité. Quand on regarde la capacité des sites, des réseaux, des spectres pour gérer cela et réduire la complexité de l'événement. La mobilité, de plus en plus de nos parties prenantes ont besoin d'être mobiles. Les diffuseurs, les photographes, la mobilité peut-être, ça veut dire aussi que il va falloir suivre les athlètes. Et donc, il faut pouvoir disposer de spectres pour tout cela. Et plus on peut retirer des infrastructures, plus on épargne du temps, de l'argent aussi, plus on va dans des environnements mobiles pour gérer les technologies, moins on a besoin de temps, et ça nous permet aussi de mieux gérer les budgets. Ce qui est très important aussi au niveau de la 5G. Je me rappelle les premiers jeux où j'ai vu les gens faire cela dans une cérémonie d'ouverture, c'était à Londres, je crois. La transformation qu'on a vue en termes des attentes, pas simplement des parties prenantes principales comme les diffuseurs, la presse, mais aussi les fans, les spectateurs. Tout le monde s'attend à avoir un environnement sans fil. À Tokyo, on a eu ce cas intéressant où il y avait les tribunes de presse de la cérémonie d'ouverture. Et nous, on y avait pensé cette aventure. On s'était dit qu'il fallait avoir du Wi-Fi et il fallait hiérarchiser on avait mis aussi en place des liaisons filaires, mais tous les journalistes sont arrivés en disant on veut du Wi-Fi et le système n'avait pas été complètement prévu pour la presse. Donc les attentes, la gestion des attentes, c'est déterminante. Et puis la rapidité. Plus on peut déployer rapidement, plus on économise de l'argent. Quelques mots, parce que mes collègues vont parler aussi sur certaines des solutions innovantes. On envisage ici de plus en plus de l'utilisation des réseaux privés de 5G après Tokyo. Les parties prenantes aussi vont fournir pour certains sports. On va utiliser des réseaux 5G privés pour la transmission des données, comme pour les compétitions de voile. Pour la presse, on a une solution qui s'appelle Presse Plus avec Orange, qui permet d'utiliser une connexion câblée pour la presse pour qu'elle transmette ses photos très rapidement. À Tokyo, on a lancé le premier 5G, la première 5G privée, et à Paris, on a prévu d'élargir cette possibilité à plusieurs sites de compétition.
il y a le privilégier le push-to-talk plutôt que les réseaux radio cellulaires, par exemple. Ça va libérer du spectre et va nous donner plus de disponibilité en termes de communication et d'options. Et le fait qu'on peut travailler sur des réseaux IP ou Wi-Fi, ça nous donne une plus grande versatilité, si vous voulez. Et on n'a plus besoin, dans ces cas-là, de s'appuyer sur les systèmes de radiocommunication classiques pour le gérer. Je parle rapidement parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait que 5 minutes, donc je fais de mon mieux. Et l'interprète aussi. Donc, je crois que c'est à peu près tout. C'était un panorama d'un sujet assez compliqué, mais de mon point de vue, du CIO, on a des spécialistes techniques d'Orange, OBS, etc. Mais pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est le grand niveau de coopération qu'on a pu mettre en place entre toutes les parties prenantes pour résoudre tous ces problèmes en vue de cette ville de Paris. On sait qu'en venant ici, c'est très complexe, mais je dois dire que tous ont fait un super boulot et on est maintenant très bien positionnés. Je veux dire que de mon côté, je n'ai aucun problème que je vois venir sur la gestion des spectres ou l'allocation des spectres. Il y aura toujours des problèmes sur le terrain. On est bien sûr qu'il y aura toujours des problèmes. Mais nos collègues seront sur le terrain pour y répondre. Merci beaucoup. I think that's a perfect transition to our next guest, Sotiris Salamouris, parce que je sais que vous travaillez ensemble, donc je vous laisse la parole. Okay, good afternoon and thank you for hosting us today. M'accueillir ici. Je suis responsable de technologie pour OBS. OBS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc les services de télédiffusion olympique. Nous sommes responsables de la télétransmission des Jeux. Ça veut dire que nous sommes ceux qui allons placer les caméras et tous les systèmes qui sont nécessaires pour couvrir d'un point de vue média, télévision, radio, toutes les compétitions qui se tiendront pendant les Jeux en direct et créer les conditions pour que on puisse livrer le contenu aux détenteurs de droits, les médias qui ont acquis les droits pour diffuser le contenu mondialement à tous les réseaux de télévision, dans tous les pays. Par exemple, ici, en France, ce sera avec France 2 et France 3 qui vont envoyer le contenu sur vos téléviseurs, mais quoi que vous voyez sur les écrans, une grosse partie, c'est nous qui le produisons. Donc, l'OBS qui est ensuite livré à ces organismes qui exploitent les droits par la suite. Donc, c'est un projet énorme, bien sûr, un projet qui demande de nombreuses ressources. Pour vous donner une idée, aux Jeux de Paris, on aura plus de 9000 personnes travaillant pour nous. Ce sont des caméramans, des producteurs, des techniciens, des ingénieurs, des ingénieurs télécoms, de sciences-fil, des techniciens de toutes spécialités qui vont travailler ensemble pour la télétransmission des Jeux. Et la communication, bien sûr, est aussi un grand défi. On a prévu de créer plus de 10 000 heures de contenu en haute définition. C'est pour les Jeux. Et bien sûr, cela demande beaucoup de captation audio et vidéo. La situation, c'est que de plus en plus, cette captation doit se faire par des moyens sans fil, des caméras sans fil, des micros sans fil. C'est essentiel parce que toute production sophistiquée aujourd'hui s'appuie sur le sans fil et sur des sources de contenu sans fil, parce que ce sont les seuls qui peuvent approcher le terrain, les athlètes, les compétitions et capturer l'activité sportive telle qu'elle se déroule sous l'angle le plus intime, le plus proche de l'action, et transmettre ce message à vos smartphones, vos téléviseurs ou tout autre support que vous utilisez. Donc la nécessité de ces micros, ces caméras est énorme pour relayer les enfants. À Tokyo, on a utilisé plus de 100 000 caméras de télédiffusion. Plus de 2 000 € chacune, donc vous voyez le budget que ça représente.
Et parmi tout ça, plus de 30% de ces appareils étaient sans fil. Et cela ne fera qu'augmenter parce que les besoins de contenu intéressant demeurent et ne fait que croître. Et les gens vont s'attendre de nouveau encore de plus en plus à voir ces contenus qui nécessitent du sans fil. Ces systèmes, comme je dis, sont complexes, chers, onéreux, mais pour ce type de contenu, ils vont ne cesser de croître. Et on sait d'ores et déjà qu'ils seront importants pour ces jeux de paris à venir. Sinon, les contenus qu'on créerait ne seraient pas intéressants, stimulants pour le public. Et c'est bien sûr une chose qui est importante pour des jeux comme cela. Pour vous donner une idée, on devrait avancer au transparent suivant. Le prochain slide, s'il vous plaît. Bon, peu importe, je vais continuer en attendant. Oh, it's wireless. Ça devrait être du sans fil. Hein. C'est sans fil et sans filet, si on peut dire. Donc, où en est-on avec les exigences en trajet? Pour revenir à ce que John décrivait, il faut trouver des spectres nécessaires pour un événement comme les Jeux olympiques et paralympiques. C'est un défi extrême pour nos besoins, nos seuls besoins, l'OBS. On a bien sûr aussi, après, les détenteurs de droits qui sont présents sur les sites. Mais pour nous, seulement, les besoins qu'on a pour les fréquences, c'était près de 1 millier d'intervalles de fréquences indépendants qu'il nous faut utiliser. C'était le cas à Rio, à Tokyo, etc. Le spectre au total, en agrégé, pour vous donner une idée, dans le cas de Rio, c'était 1,6 gigahertz. Ceux qui connaissent le domaine comprennent. Et pour Tokyo, c'était près de 2. C'est une grosse quantité de spectre. Et c'était seulement pour l'OBS. À Paris, les attentes sont encore plus ambitieuses parce qu'il y a aussi cette cérémonie d'ouverture qui va exiger d'autant plus de spectre puisqu'elle va se dérouler le long de la Seine. Et ça va exiger des sources sans fil supplémentaires pour suivre l'événement. Mais il y a des solutions. On a réussi dans tous les jeux précédents pour gérer les exigences en spectre en concertation avec les régulateurs, avec une excellente collaboration avec nos partenaires à Londres, à Ofcom, ou à Vatel, à Rio, ou MIC, à Tokyo. Tous ces organismes on a trouvé avec eux des moyens de gérer les processus pour ensemble arriver à des solutions avec de la qualité nécessaire, de la quantité nécessaire de fréquences pour livrer un contenu attrayant sur les jeux. C'est tout à fait unique, ces jeux. Ce pas des choses qu'on connaît dans notre vie quotidienne en termes de spectre pour les applications plus standards, mais avec les échanges et la coopération entre des gens de ces organismes, c'est possible. Et nous savons que tous ceux qui participent à la préparation de ces jeux avec la NFR aussi pourront nous y aider. Il y a le moyen, par exemple, d'avoir plus de souplesse avec le smart sharing. On peut réutiliser des spectres alloués pour des résultats. Et il y a le concept de donation de spectre. Des partenaires qui ne vont pas utiliser le spectre en permanence tout du long, donc ils vont pouvoir libérer le spectre momentanément. Et ensuite, il faut gérer la coordination. L'utilisation de la 5G, tant publique que privée, comme on le disait. La 5G publique peut être utilisée de diverses manières pour répondre aux besoins de fréquence. Donc, bien que la situation
comme je disais, soit très difficile, complexe. Nous avons toute confiance qu'encore une fois, nous allons réussir, même avec le besoin supplémentaire qu'on va connaître pour ces jeux de paris. Pour vous donner quelques petits exemples concrets de la manière dont ces caméras sans fil sont utilisées dans le contexte des jeux, par exemple, c'est une photo d'une caméra sans fil qui est placée sur l'une des bicyclettes de cyclisme sur route. Ça, c'est un véhicule spécialisé qui a été construit par l'OBS pour suivre des compétitions de cyclisme sur route ou de marathon, transmission sans fil encore, avec plusieurs signaux qui sont envoyés en simultané. Un bateau qui a été transformé pour capturer des images de compétitions nautiques. Et voilà, je crois que c'en est fini pour l'instant. Bon, maintenant, je vous laisse la parole, du coup, parce que oui, bah, quand vous voulez. I thought you were going to mention me as an innovation satirist. Getting a little bit weird. Du coup, pour construire aussi sur ce que viennent de dire Jean-Paul et Sotiris, il y a énormément d'attentes, de plein d'éléments qu'il faut mettre en place, ne serait-ce que pour la partie host broadcasting. Et en fait, une des manières sur lesquelles on est en train de travailler aujourd'hui au sein du comité pour essayer de mieux dimensionner, mieux anticiper ce qui va être utilisé. On travaille sur un projet, malheureusement je ne peux pas vous partager des images de ça, j'aurais bien voulu, mais pour des raisons de droit d'image et de sécurité, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques des sites. Les jumeaux numériques des sites, c'est, comme son nom l'indique, c'est une modélisation 3D des sites de compétition et de non-compétition. La vocation derrière ça, ce n'est pas de se dire on arrive à faire de belles modélisations, mais c'est surtout le point de départ, c'était 2 cas d'usage. Le premier, je vais en parler très brièvement, c'est pour tout ce qui est visite de sites à distance, surtout pour les comités nationaux olympiques et paralympiques qui n'auraient pas les moyens de venir faire des visites, et aussi pour aider les fédérations internationales dans la visualisation et réduire du coup les déplacements. Ça, c'est le premier cas d'usage. Et le second touche le sujet que vient d'évoquer Sotiris, qui concerne le positionnement des caméras. Nous, aujourd'hui, on se dit, bien sûr, il y a les sujets des caméras sans fil, des caméras filaires, etc. C'est beaucoup plus simple pour OBS, et OBS est un des premiers utilisateurs, c'est aussi un des premiers demandeurs de cet outil-là quand on a dit qu'on voulait le mettre en place. Et donc l'objectif, c'est avec ces jumeaux numériques, ils peuvent placer les caméras avec les modèles de caméras, avec les lentilles qu'ils peuvent utiliser, les optiques, enfin l'optique qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir visualiser. Et ça leur permettrait de mieux concevoir comment ils pourraient mettre, où est-ce qu'ils devraient mettre des caméras sans fil, des caméras avec fil, ou comment les déplacer, etc. Et donc c'est un outil qui viendrait contribuer pour essayer de simplifier la planification opérationnelle pour OBS dans cette partie-là. Bien sûr, il y a d'autres usages, et nous le mettons tout le temps à jour avec une fidélité très importante selon les spécificités et les besoins qui sont remontés par OBS et par nos architectes. Et je pense par exemple aux endroits où il y aura les prises de vue, ce qu'on appelle les field of play, les terrains de jeu, et le sitting ball, donc tous les gradins, etc. C'est important pour OBS d'avoir une très bonne fidélité, sinon l'outil ne servirait pas à grand-chose. Donc ça, c'est une manière de montrer que notre approche, pas seulement une approche techno ou d'innovation pour innover, mais c'est aussi de voir comment on peut utiliser certains outils qui viennent, qui peuvent sembler complètement éloignés de la partie fréquentielle et de la conception de ça pour servir OBS dans ça, et travailler bien sûr avec eux pour réduire le besoin en matière fréquentielle. Je fais une petite transition aussi et construire sur ce que disait Jean-Paul.
un des besoins aussi qui nous a été exprimé en matière de besoins technologiques sur tout ce qui touche à la partie fréquentielle et 5G. Jean-Paul en a parlé rapidement. C'était le fait de permettre aux photographes d'uploader leurs photos en temps réel directement plutôt que de devoir les connecter de manière filaire. Pour nous, ça c'était une demande très pressante de la part de la presse. Et aujourd'hui, donc, il y a bien sûr l'athlétisme, il y a la natation, la gymnastique qui sont touchés par cette fonctionnalité-là ou ce besoin-là, simplement parce que les photographes sont dans différents endroits sur le terrain de jeu ou aux abords du terrain de jeu, parce que le terrain de jeu est sacré pour les athlètes, juste pour information. Donc voilà, ça c'est aussi un des sujets clés sur lesquels on s'engage et on travaille fortement avec Orange sur ce sujet. Donc voilà pour les innovations sur lesquelles on travaille d'un point de vue technologique et qui vont recueillir beaucoup de collaborations avec la NFR qu'on remercie beaucoup. Et du coup, je laisse la parole à Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Samy, à nouveau pour l'invitation. Je vais utiliser la zapette. Je vais commencer par rebondir sur le sujet du Wi-Fi dont John Paul a parlé. Vous avez ici une image de la tribune presse au centre aquatique à Tokyo. On a eu la chance, côté Orange, ça fait partie du programme de préparation, de participer, d'être immergé dans les Jeux de Tokyo 2020, en 2021. Et il y a eu quelques challenges sur le Wi-Fi. Et je voulais juste partager avec vous les 4 facteurs clés de succès pour que le Wi-Fi fonctionne bien. Et le Wi-Fi est un service qui est absolument clé, notamment en tribune presse, pas uniquement, mais notamment en tribune presse. On parle de 150 à 200 personnes. Et en complément de la connectivité filaire. Vous voyez les câbles rouges. Il y a 4 facteurs clés de succès qu'il faut combiner. C'est comme une chaîne, hein. Quand l'un des maillons ne marche pas, c'est l'ensemble du service qui ne marche pas. C'est le design, donc du design haute capacité, haute densité. Et il ne faut pas trop de connexion non plus. Donc c'est le bon design. Orange a cette compétence sur le design Wi-Fi pour l'événementiel. C'est l'installation. Donc il faut évidemment installer les bornes Wi-Fi de manière adaptée, sans qu'elles se voient. Donc il faut respecter le look and feel des jeux et éviter d'avoir des bornes Wi-Fi qui apparaissent partout, notamment sur les images télé, mais en même temps, il faut l'installer de manière que ça fonctionne. C'est la gestion des fréquences en amont, donc c'est là où la NFR joue un rôle absolument central dans l'allocation des fréquences, dans les choix de policy qu'on fait sur l'usage des fréquences ou l'interdiction d'usage. Et puis, John Paul parlait de police de l'usage des fréquences au moment de l'événement. Voilà, quand certains arrivent avec des dominos ou des répéteurs, il faut évidemment détecter ces situations et les empêcher. Sinon, vous perturbez l'ensemble du Wi-Fi pour l'ensemble des utilisateurs. Et c'est bien sûr l'aide aux utilisateurs, à la fois en amont, aider les agences de presse, par exemple, à préparer la connexion des laptops des journalistes ou de la presse pour que ça se passe bien, et les aider en temps réel, parce qu'il y aura toujours 3, 4, 5 journalistes ou personnes de la presse qui auront besoin d'assistance au moment de la connexion de leur laptop. Donc c'est un exemple très concret de service qu'on va apporter pour les jeux, enfin qui est présent au moment des jeux et qui est absolument clé et qui repose vraiment sur une coopération avec la NFR qui est essentielle en amont et au moment des opérations. Alors Orange n'apporte pas que du service Wi-Fi pour les jeux. Voilà une représentation sur le site Eiffel Champ de Mars, donc du volley de plage au moment des Jeux Olympiques et du cécifoot au moment des Jeux Paralympiques, sport qui est très, très fort en termes d'émotion. On apporte 9 services qui sont absolument essentiels pour la transmission des images, donc en complète collaboration avec OBS, vers l'International Broadcast Center, qui centralise toutes les images avant de les diffuser vers le monde entier. On apporte des services qui sont également complètement essentiels au déroulement et à l'organisation des jeux. Donc c'est toute la connectivité, le transport des images, toute la connectivité vers le monde Internet, prolongée par le réseau local avec une architecture IP, doublée par quelque chose qui a été inventé à Tokyo, testé partiellement à Tokyo, généralisé à Paris, qui est un réseau qui transporte notamment le timing and scoring, toute la partie transmission des images avec faible latence, notamment vers les tribunes presse, la téléphonie sur IP, plus classique, les services mobiles, sur une infrastructure mobile
grand public. Donc là, il faut garantir sur une infrastructure mobile grand public le fait que certains utilisateurs, la famille olympique, le comité d'organisation, auront une qualité de service garantie. Donc des mécanismes de priorisation qui sont complètement innovants, qui permettent à la fois de répondre aux attentes des utilisateurs et en même temps d'économiser du spectre. On n'imagine pas de multiplier par 10 la capacité des différents sites sur lesquels on opère. Et puis, last but not least, John Paul a parlé de private push-to-talk, donc historiquement les talkie-walkie, donc avec une lourdeur d'utilisation de l'utilisation de spectre. Et là, on utilise un système applicatif sur le réseau mobile qui permet d'apporter des fonctionnalités enrichies en réduisant la consommation de spectre. Donc, vous voyez, dans ces services, c'est le plus grand scope de services jamais apporté par un opérateur. Il y avait plusieurs fournisseurs à Tokyo. Orange va apporter l'ensemble de ces services. Donc, c'est une grande fierté. C'est aussi une grande responsabilité. Donc, un peu comme les athlètes, on est très fiers, très concentrés et très attentifs à bien répondre à l'enjeu et à la responsabilité et à la confiance qu'on nous a accordée. C'est le fruit de 3 choses. C'est le fait qu'en 2018-2019, quand Orange a levé le doigt pour proposer sa participation aux Jeux de Paris 2024, on avait développé tout un tas d'innovations, ces mécanismes de priorisation, le private push-to-talk. Donc les innovations étaient prêtes, et notamment liées au domaine B2B, le marché entreprise d'Orange. Donc nos offres, nos réseaux étaient nativement prêts par rapport aux standards qui sont exigés pour les Jeux et qui sont des standards extrêmement élevés. C'est un deuxième élément important, c'est Orange Events à l'expérience de l'événementiel, et la connaissance de l'événementiel est clé pour bien comprendre les enjeux, les usages et répondre aux différents stakeholders de ce domaine. Et le troisième point, et je rejoins et j'appuie vraiment le message à la fois de John Paul et de Sotiris et d'Omar, c'est le niveau de collaboration entre les différentes équipes qui est absolument fabuleux. On est tous tirés par un projet qui est énorme et extrêmement fort en émotion, là aussi avec une grande responsabilité, mais la coopération entre les différentes parties prenantes, le retour d'expérience des Olympiades précédentes de manière à généraliser des bonnes pratiques, à prendre en compte des difficultés, est là aussi absolument fabuleux et sous la houlette de CIO. Donc voilà, c'est ça qu'on construit collectivement en partant des points forts des différents fournisseurs. Dernier point que je voulais évoquer, on en a parlé, Omar en a parlé, John Paul en a parlé, Sotiris en a parlé. Vous voyez, alors c'est la finale de la Champions League au Stade de France, la fin mai, donc ce n'est pas les Jeux Olympiques, mais même besoin, même contexte. Vous voyez un photographe sur le terrain de jeu et raccordé en filaire de manière à transmettre ces photos. Donc ça marche parfaitement bien. Mais quand vous êtes sur de l'athlétisme, quand vous êtes sur de la gymnastique, quand vous êtes à Marseille pour les épreuves de voile, ça ne marche pas parce que vous ne pouvez pas être connecté en filaire. Donc les photographes ont besoin de se déplacer. Le besoin est le même pour les broadcasters. Donc on est en train de travailler sur, grâce à de la 5G. 5G public, oui, mais là, ce qu'on est en train de mettre au point, quelque chose de complètement innovant, sur de la 5G privée, de manière à avoir des outils industriels, parce que voilà, on parle de transmission d'images au moment des Jeux, permettant d'allouer des bandes de fréquences, des ressources aux différents utilisateurs, broadcasters ou agences de presse, et avec des exigences pour le broadcast extrêmement fortes, moins de 90 millisecondes de transmission, et avec la qualité de service adaptée, de manière à intégrer ces images dans des plans de production en temps réel, en complément des caméras qui sont filaires et des caméras wireless HF. Voilà, donc on est en train de construire ces solutions sur la bande de fréquence 394 GHz, by the way, avec un écosystème d'industriels de manière à répondre à ce besoin. Voilà, donc aventure technologique qui est absolument hors norme, aventure humaine aussi qui est absolument hors norme, et puis coopération entre les différents acteurs qui est vraiment, alors par essence, vu le projet qu'on mène, encore une fois absolument passionnant et incroyable pour tout le monde et incroyable pour notre pays, et puis qui est vraiment la clé de la réussite pour préparer ces événements. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Olivier. C'est fascinant d'apprendre en fait ce que vous mettez en place rien que pour les photographes, pour qu'ils puissent justement envoyer leurs photos en real time. Alors notre dernier speaker de cette table ronde est Monsieur Jack Donat-Bouillou, directeur de France Télévisions. Merci.
merci. Merci, merci. Alors, comment on fait pour remonter? Ça remonte là? Voilà. Donc je vais remonter un peu. Ah non, c'est pas tout à fait. Attends, on va laisser faire. Bon, ok. Donc, bonjour à tous. Merci à l'initiative, merci à la NFR de cette initiative de. Voilà, ouais. Je te laisse dérouler. Pour organiser cette journée Spectre et Innovation. Donc nous, France Télévisions, on est particulièrement heureux de pouvoir diffuser les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et donc après ce que vous avez vu et ce qui vous a été présenté sur comment les images sont préparées, comment toute l'information est préparée, moi je vais vous expliquer plutôt comment nous, France Télévisions, on va l'apporter aux Français. Et en fait, pour nous, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ils ne commencent pas en août 2024. Ils commencent dès maintenant, puisque dès maintenant, on veut en faire les Jeux de tous les Français. Et ça va arriver. Mais vous en faites pas, j'ai que 2 slides. Et si jamais ça passe pas, je me débrouillerai sans. On veut en faire les jeux de tous les Français. Et donc, d'ores et déjà, on essaye de montrer ce que ça va être, d'expliquer aux Français comment ça va se passer, etc. Et donc, on rythme l'année et qui va s'écouler ainsi que le 2024 par tout ce qui va se produire pour rappeler aux Français que ce sont leurs jeux et que ça va être un spectacle magnifique. Donc, juste 2 petits événements comme ça dont on va parler sur nos antennes. Le premier, c'est le J-500, la semaine prochaine. Hop. Alors, si on peut juste reculer d'une slide, c'est possible? Voilà. Non? Bon, c'est pas grave. Non. Bon, décidément. Bon, ce sera le J-500 la semaine prochaine. Et donc vous aurez sur nos antennes un petit rappel on est à 500 jours des Jeux. Voilà, ça arrive. Et puis, bien entendu, traditionnellement, avec les Jeux, on parle de la flamme olympique. Et donc, on vous tiendra au courant du parcours de la flamme olympique. On vous dira quand est-ce qu'elle arrive dans votre région. La flamme olympique, elle va faire un parcours important, à la fois sur le territoire métropolitain, mais également à l'outre-mer. Donc voilà. Donc la flamme olympique qui va aussi également rythmer cette préparation et cette arrivée des Jeux. On peut revenir de 2 slides en arrière, parce que là, c'est n'importe quoi. Encore un slide. Voilà, ça, je vous le... Bon, c'est pas grave. Bon. Hein? Oui, ben juste de celui d'avant. Celui-là, c'était pour quand je... Bon, c'est pas grave. Alors... donc mon premier sujet, effectivement, c'est comment faire en sorte que les Français vivent mieux ces Jeux Olympiques, participent mieux et vivent ce sport et ces images sportives qui sont de toute beauté. Et donc, c'est le fait de se mettre à diffuser en ultra haute définition. Voilà. Donc là, j'espère que je vais y aller. Hein, là, c'est pas de l'UHD, ouais. Il y a un seul pixel pour juste le... Bon. Alors, donc pour cette opération, on veut effectivement apporter à tous les Français de l'UHD. Il faut savoir que c'est depuis au moins Londres, peut-être même avant, mais depuis au moins Londres, les Jeux Olympiques, ils sont produits en UHD. Mais est-ce que vous aviez eu l'occasion de voir les Jeux en UHD? Probablement pas. Donc on veut être parmi les premiers à ce que vous puissiez voir l'ensemble des Jeux UHD, pas réserver une petite élite qui aura un téléviseur, mais une grosse partie de la population en UHD. Et donc on va équiper... Alors si on peut repasser le slide de la carte de couverture, ce serait vraiment bien. C'est justement là où il doit venir. Ça doit être trop compliqué de passer un slide. J'ai peur après pour les JO si on va passer... Alors, oui, donc en fait, on veut déployer un réseau UHD qui sera permanent et qu'on veut laisser après. On ne veut pas le mettre juste pour l'UHD. Voilà, vous voyez. Donc avec une couverture d'environ 70% de la population.
Alors, il y avait une personne de l'outre-mer tout à l'heure pendant la table ronde précédente. Je ne sais pas s'ils l'ont encore là, mais on a prévu aussi de desservir l'outre-mer, notamment Tahiti qui va diffuser, sur lequel il y aura le surf, mais également les autres géographies ultramarines. Donc 70% de la population. Alors pourquoi pas plus? Parce qu'il n'y a pas assez de fréquences pour en faire plus. Voilà. Donc vous voyez, si on pouvait en faire plus, on le ferait, mais avec 70% de la population, on ne peut pas en faire beaucoup plus. Donc vous avez les zones là qu'on prévoit de couvrir. Donc c'est effectivement les grands bassins urbains, et notamment la plupart des villes hautes. C'est quand même pas mal de couvrir la plupart des villes hautes. Voilà. On essaye également d'avoir un certain nombre de zones rurales parce que c'est notre mission de service public, et donc on veut pouvoir desservir évidemment les grands centres urbains, mais également un certain nombre de zones rurales. Voilà. Donc ça c'est notre projet, pour les Jeux Olympiques. On est juste dans les délais. On travaille bien entendu avec les pouvoirs publics à expliquer comment ça va être, etc., pour pouvoir avoir un go sur ce projet assez rapidement, et on a bon espoir d'y arriver. Donc normalement, dès le début 2024, vous commencerez à avoir des émissions en ultra haute définition, pour que les Français aient le temps de régler leur téléviseur, de régler l'antenne collective de leur immeuble, etc. Ça ne se fait pas tout de suite. Si vous allumez la veille des Jeux Olympiques, vous êtes sûr que personne ne va regarder. Voilà. Donc on veut allumer quelques mois avant. Alors, pour vous rassurer également sur le parc de téléviseurs, aujourd'hui, il y a à peu près en France 16 millions de téléviseurs UHD, et on pense qu'en 2024, il y en aura un peu plus de 20 millions. Donc ça fait en gros pratiquement les 2/3 des foyers. Il y a 29 millions de foyers, ça fait les 2/3 des foyers qui auront un téléviseur HD. Aujourd'hui, si vous allez dans une grande surface pour acheter un téléviseur, vous trouvez quasiment que des téléviseurs UHD. Donc voilà. Donc ils ne se vendent quasiment plus que de ça. Voilà. Donc voilà pour ce qui permettra, nous l'espérons, à tous les Français de participer encore mieux à ces Jeux Olympiques et de voir les images magnifiques qui seront tournées par nos amis d'OBS pour cette opération. Deuxième innovation, alors qui sera un petit peu plus confidentielle, mais dont on pense qu'elle pourrait préfigurer un certain nombre de services intéressants à apporter aux utilisateurs, c'est ce qu'on appelle la 5G Broadcast. Donc voilà. Donc la 5G Broadcast, c'est le standard des normes 5G, donc on réinvente rien de spécial. Par contre, on a une fonctionnalité de la norme du standard 5G qui vient d'être normalisée récemment, qui permet de l'utiliser en mode broadcast. En mode broadcast, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le mode qui est utilisé par les opérateurs télécoms. C'est un mode qui vous permet de ne diffuser qu'une fois votre programme pour pouvoir de permettre à tous les mobiles qui sont dans la zone de réception de votre émetteur de recevoir. Donc, vous n'avez pas de problème de saturation de réseau, vous n'avez pas de problème de qualité de service, et puis vous avez plutôt des meilleures couvertures parce qu'on utilise des émetteurs qui sont plutôt plus hauts, avec des puissances plus importantes. Donc, et ça peut être reçu sur votre mobile 5G. Donc Qualcomm a développé, vous savez, Qualcomm c'est le principal fabricant de puces électroniques pour la 5G. Ils ont développé des puces qui sont maintenant compatibles avec cette fonctionnalité de la norme. Donc voilà, on pense que, alors ce ne sera pas largement répandu en 2024, mais on pense qu'on pourra faire des expériences assez significatives pour démontrer la faisabilité. Donc vous voyez, j'ai mis quelques avantages. Pas de saturation du réseau. Dans un stade, vous pourrez, si ça vous intéresse, regarder les images, vous replonger dans le ralenti du 100 mètres, parce que c'est vrai que ça dure 10 secondes. Donc si vous voulez aller au stade et vous voulez le ralenti, c'est pas mal de le regarder sur votre mobile. Une meilleure qualité de service et une couverture de réseau, puis une meilleure empreinte environnementale. Et ça, c'est important. C'est une préoccupation qu'on a à France Télévisions, c'est de dire comment on peut faire en sorte que l'empreinte environnementale des services soit meilleure. Le broadcast, c'est en général meilleur que l'unicast. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième innovation. Puis la troisième, qui sera peut-être encore un peu plus confidentielle, mais sur laquelle on veut se positionner, c'est tout ce qu'on appelle les expériences immersives. Et donc on aimerait bien identifier un sport et faire une captation 360 degrés avec 50 à 60 caméras
pour générer des modèles 3D ou au contraire, et qu'on puisse visualiser ça ensuite, soit avec un casque de réalité virtuelle, soit avec votre smartphone ou un écran, hein, une tablette. Et puis, quand c'est un modèle 3D, se balader dans l'image, aller voir pourquoi tel joueur de basket s'est positionné ici, etc. En théorie, c'est possible. Les expériences qu'on va monter avec Orange, s'ils sont toujours partants, mais je crois que oui, nous permettront justement de tester ces technologies, peut-être de préfigurer un peu la manière dont on regardera les sports demain. Voilà. Donc on est très excités par cette expérimentation qu'on va mettre en œuvre progressivement. Voilà. Je vous remercie et désolé pour les slides, mais finalement vous les avez vus. Merci beaucoup, monsieur Donaboyou. Maintenant, place à une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez surtout pas à les poser. Idem, si vous êtes connecté à distance, n'hésitez pas à poser vos questions via la plateforme WebEx. Et on a 15 minutes de session. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, monsieur ? Merci. Donc Lucas Hassan, moi j'avais une question sur le jumeau numérique que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que ça a été envisagé d'utiliser ça notamment pour les sujets de conflit d'usage pour les fréquences, c'est-à-dire pour pouvoir définir la propagation des ondes et donc se rendre compte quand est-ce qu'il y a des problèmes de brouillage ou au contraire quand est-ce qu'on peut peut-être avoir du spectre plus, enfin éviter les brouillages. Alors les cas d'usage sont encore en cours de construction. Nous, les trois que j'ai cités, c'était les cas qui nous ont été remontés ou les hypothèses de base avec lesquelles on était parti. Mais c'est quelque chose que nous on n'a pas envisagé à date, mais ce n'est pas fermé du tout à date. Donc c'est quelque chose qu'on peut évoquer ensemble. Y a d'autres questions dans la salle, monsieur? Yeah? Merci. Oui, j'aimerais savoir si vous allez améliorer le son, parce que vous avez parlé beaucoup de l'image, c'est très bien, mais le son n'est pas digne des deux paquettes que l'on avait avec Canal+, à l'époque des Jeux Olympiques, notamment, et qui était absolument fabuleux, extraordinaire. J'installais à l'époque des DSP de chez Yamaha, avec 7 enceintes, et croyez-moi, c'était absolument fabuleux. Alors j'aimerais retrouver ce genre de son, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je peux répondre pour la partie distribution, mais bien entendu, la distribution reprend ce que la production lui donne. Mais la production est très bonne. Voilà, je préfère tout de suite le dire. Non, pas très de plaisanterie. Donc oui, normalement, il devrait y avoir une amélioration. Alors, je confirme quand même qu'on fait de la stéréo depuis toujours. Voilà, mais avec la future HD, on a prévu 2 profils pour le son. On a prévu l'AC3, qui est de la stéréo que vous connaissez, hein, qui est de bonne qualité. Hein. Il suffit d'avoir le débit. Mais je viendrai d'ailleurs sur le débit. Et on a prévu également la possibilité de le faire en AC4. Donc vous voyez, on est quand même un cran au-dessus. On devrait avoir un son de bonne qualité. On ne va pas jusqu'au son orienté objet, Dolby Atmos ou MPEG-H, ou etc. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de téléviseurs qui sont compatibles. Je précise que la qualité du son, elle est liée aussi au débit que vous avez et je citerai personne, mais dans un certain nombre de cas, la distribution, ce n'est pas la TNT, c'est d'autres modes de distribution, compressent tellement le son que la qualité que vous avez en réception n'est pas bonne. Hein. Voilà, je citerai, donc, mais voilà, donc si vous voulez, nous, on peut pas faire autrement que ça. Voilà. Peut-être sur la production. En son, je n'ai pas ça en tête comme ça. Pardon.
En son, j'ai pas ça en tête, je peux pas vous répondre. So just excellent question, by the way, and to really like when you find people that enjoy audio because there is so much effort on de faire attention à l'audio, parce qu'on fait des efforts au sein de l'OBS pour faire en sorte que l'audio, le signal audio soit à la hauteur de l'événement. C'est pour nous très important. Donc, ça va mettre la pression encore plus sur les collègues de France Télévisions. L'organisation, c'est en 9.1, donc on a du surround qui est disponible pour être téléchargé, pour mettre mis en paquet dans une technologie de leur choix. Atmos, MPEG, où il y a différentes options de distribution. Mais en termes d'origination, on couvre toujours, depuis plusieurs jeux déjà, cette expérience audio immersive. Donc on a ce surround, audio surround, Dolby, etc. Si vous utilisez les bonnes technologies de distribution, vous devriez pouvoir avoir ce sentiment, cette perception d'être sur place au niveau de l'audio. On l'a fait dans les jeux précédents, on le refera pour les jeux de Paru, bien sûr. On a des questions en ligne. Peut-être qu'on va pouvoir lire. Quels seront les smartphones compatibles avec la 5G broadcast? What smartphones are going to be compatible with the 5G broadcast? Alors, comme je le disais, Qualcomm a intégré cette fonctionnalité de la norme dans ses puces. À ce stade, c'est un peu trop tôt pour dire quels sont les fabricants, Apple, Samsung, autres, qui vont intégrer. Qui vont intégrer les puces, ils vont tous les intégrer, mais qui vont libérer cette fonctionnalité. C'est des discussions, donc on peut pas trop. C'est un peu trop tôt pour en parler. On peut pas trop en parler, quoi. Voilà. I have a question. J'ai une question. Entre la cérémonie d'ouverture ambulante et les épreuves à Tahiti, quelles sont les parties, en fait, si vous voulez, de ces JO les plus compliquées niveau connectivité? Partout. It's like, yeah. Non, chaque site, 120 sites au total. Alors ça dépend de la façon de compter, 35 à 40 sites de compétition, Samy parlait de 40. Une dizaine de sites de non-compétition majeure, l'International Broadcast Center, le Village Olympique, le Main Press Center, 20 000 journalistes qui vont passer. Une quarantaine de centres d'entraînement, les gares et les aéroports où les délégations vont arriver, donc avec tous les enjeux d'accréditation, d'accueil, etc. Donc chaque site est important. Une fois que j'ai dit ça, j'ai peut-être pas complètement répondu à la question. Peut-être il y a des challenges complètement différents. Quand vous prenez la Concorde, qui va accueillir 4 sports olympiques, vous voyez ce qu'est la place de la Concorde aujourd'hui. Ça va être un site olympique pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous imaginez tout le déploiement que ça nécessite, à la fois des infrastructures, de la partie télécom, des gradins, de l'organisation des field of play, etc. Donc il faut coordonner tout ce monde. Donc c'est un niveau de complexité qui correspond aussi à la vision des Jeux de Paris 2024, d'utiliser des sites pérennes et d'utiliser des sites éphémères. Vous prenez le village olympique, 15 000 athlètes qui vont être hébergés, vous avez un autre niveau de complexité. Je crois que c'est 5 000 bornes Wi-Fi, par exemple, qu'il faut installer. Voilà. Avec des bâtiments qui sont déjà existants et des bâtiments qui sont en construction. Et donc, il faut s'intégrer dans ces éléments-là. Quand vous prenez l'Arena La Chapelle, donc qui est aujourd'hui un site de rugby, qui va être un site de natation, juste en termes d'enjeux et de challenge impressionnants, il faut arriver à faire les travaux en s'intégrant dans le programme d'utilisation de l'Arena La Chapelle. On n'a pas 9 mois pour avoir l'Arena La Chapelle pour nous tout seuls et tout installer. Je ne parle pas uniquement de la partie télécom, je parle de l'ensemble des partenaires. Vous prenez la cérémonie d'ouverture, qui d'habitude se passe dans le stade olympique, que ce soit olympique ou paralympique, en bas des champs et sur la Concorde, 6 km sur 170 bateaux, 205 délégations pour arriver sur la partie protocolaire au Trocadéro. En termes techniques, c'est 13 km. Il y a 3 km en amont, 3 km en aval. Et je ne parle même pas de rive droite, rive gauche, qu'il faut évidemment équiper
pour des raisons de redondance et de couverture en termes de production et de captation vidéo. Voilà, donc sur chacun des 120 sites et des 50 sites majeurs, vous avez, pour la partie télécom, mais pas que, pour tout le monde, des enjeux qui sont absolument incroyables et qui sont souvent extrêmement innovants parce que la concorde est très différente du Stade de France, très différente des épreuves de voile, très différente de la cérémonie d'ouverture, etc. Et c'est ça qui fait la magie, la passion, l'engagement, la complexité, les challenges sur les jeux, d'être confronté à autant de situations qui sont particulières, qui nécessitent un travail d'intégration, on dit dans le domaine des télécoms, d'adaptation à chacun des sites. Bien sûr. Parce que rien que la cérémonie d'ouverture, c'est un projet dans un projet. Donc, Jean-Paul, vous voulez... So to sort of take that up a notch and everything that you just... Les choses et en rajouter une couche, en fait, c'est que il faut que, d'un point de vue technologique, si on regarde les choses du spectateur, le spectateur vient à Paris et ils ont une expérience technologique et la technologie avec leur mobile fonctionne, qui n'expérimentent pas de problème. Peut-être et aussi les athlètes, quand ils arrivent au village, ils ont leur smartphone, peut-être un Samsung qu'on vient de lui recevoir. Et où qu'ils aillent, il faut qu'ils puissent se connecter et faire ce qu'ils ont envie de faire à tout moment, où qu'ils se trouvent, dans un environnement nouveau pour eux. Il en va de même pour la presse, pour les diffuseurs. Si j'ai bien compris, l'épreuve à Tahiti, ça ne vous posera pas de problème. Enfin, moins de problèmes que, par exemple, le road vélo sur route. Enfin, si j'ai bien compris. À Tahiti, parce que pour si quelqu'un ne connaît pas forcément les problématiques dans la connectivité, etc., on dirait que oui, c'est plus compliqué de diffuser depuis une île à Tahiti par une épreuve de surf. Voilà, vous allez avoir la combinaison de réseaux locaux, mobiles et fibres à Tahiti, qui permettent ensuite d'accéder aux réseaux internationaux. Donc là, Orange a également des capacités internationales. C'est une autre activité d'Orange. Et puis, il y a des réseaux internationaux qui sont disponibles de manière à arriver à l'International Broadcast Center, etc., et à diffuser les images. Donc, c'est un peu plus loin que le Parc des Princes, que le Stade de France, etc. Mais oui, on sait le faire et on va le faire avec le même standard que sur les autres sites. Ouais. Incroyable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'avais une question parce que jusqu'à il y a 1 heure, la seule innovation que je connaissais en termes de réseau radio pour les Jeux Olympiques, c'était les réseaux radio du futur, les réseaux d'urgence. Et curieusement, personne n'a parlé des réseaux d'urgence dans la présentation. Ce qui ne me choque pas parce que finalement vous êtes plutôt des professionnels de la diffusion d'images, de la production d'images. Alors peut-être que c'est à la NFR qu'il faut poser la question, ou peut-être qu'il y a des gens qui connaissent les réseaux radio du futur dans la salle. C'est les réseaux de crise, les réseaux utilisés par les pompiers. Donc les pompiers, j'imagine qu'ils ne vont pas diffuser leur arrivée au Stade de France. Mais par contre, je sais qu'ils utiliseront des réseaux radio pour secourir les blessés. Et est-ce que c'est dans la même bande de fréquence? Auquel cas, ça m'inquiète un peu, parce que si vous me dites que les bandes vont être saturées, voilà. Vous avez compris ma question, je pense. Alors, les réseaux radio diffusion, effectivement, ce sont des réseaux qui seront opérés pour les forces de sécurité. Je n'ai pas nécessairement beaucoup d'éléments sur ces réseaux-là. Mais je ne sais pas, peut-être que dans la salle, il y a quelqu'un qui peut nous en dire plus, peut-être? Non, je ne sais pas. Non, oui, Gilles. Attends. Oui, en réalité, il faut bien voir qu'on a vu une partie du problème dans cette table ronde, mais cette partie, c'est effectivement centré sur les médias, sur l'organisation. Le boulot de la NFR, c'est de faire en sorte que tous les affectataires du spectre trouvent leur fréquence pour faire leur partie du travail. Donc évidemment, on prévoit aussi des fréquences pour les réseaux d'urgence, mais on prévoit aussi des fréquences, par exemple, pour le transport aérien, parce que le transport aérien va être extrêmement sollicité pendant toute l'opération. On prévoit aussi des réseaux pour tout ce qui est navigation fluviale, parce que la Seine, c'est quand même un fleuve. Donc il y a absolument tout qui doit fonctionner, et c'est le travail justement de l'Agence des fréquences avec tous les affectataires du spectre de faire en sorte que tout le monde ait une capacité.
Et cette capacité, elle va fonctionner aussi, elle fonctionne aussi avec ce qu'on a appelé, j'ai vu ce nom, ça m'a paru sympathique, même si ça doit stresser les affectataires, la question de don de spectre. Alors c'est plutôt un prêt de spectre. Effectivement, actuellement, on a aussi beaucoup d'affectataires qui ont consenti des prêts de spectre parce que les réseaux d'urgence vont fonctionner, mais on peut espérer quand même qu'il n'y ait pas trop d'urgence pendant les JO, parce que s'il y a trop d'urgence pendant les JO, il n'y aura plus de JO. Donc on ne va pas souhaiter ça. Donc la capacité des réseaux d'urgence, elle va être relativement nominale, si tout se passe comme prévu. Si ça ne se passe pas comme prévu, on fera ce qu'il faudra pour qu'il y ait une capacité. Mais ce qui est certain, c'est que la capacité qu'on a vue actuellement des réseaux qui vont passer des médias, elle va être totalement amplifiée. C'est une amplification qui est énorme. Donc oui, il y aura tous les réseaux nécessaires, tous les réseaux régaliens seront là, mais il faut qu'on trouve aussi de la place pour les médias et l'organisation. C'était bien le thème de la table ronde. Merci pour cette précision, Gilles. Merci. Il nous reste 1 minute, s'il reste une question dans la salle. Sinon, on peut... Oui, monsieur. Okay. Merci. Bonjour, j'aurais une question pour Orange. Vous parliez de réseau privé tout à l'heure, c'était faire du slicing, je suppose. Je voulais savoir si c'était la première fois que ça va être déployé à grande échelle par Orange, et si ça va être sur un réseau 5G standalone ou sur un réseau 5G NSA, comme c'est actuellement le cas. Alors, on va utiliser, pour les services qu'on apporte, que je décrivais tout à l'heure, on va utiliser de la 4G et de la 5G non standalone, avec un principe qui est clair, c'est on doit apporter the latest but mature technology. Donc on a considéré qu'on avait suffisamment de capacité, de mécanismes de priorisation pour apporter le niveau de service qui était attendu et que la 5G standalone n'était pas suffisamment mature par rapport aux standards des jeux. Voilà, ça c'est par rapport aux services qu'on apporte pour les jeux. Sur la 5G privée dont je parlais tout à l'heure, donc on va avoir de la 5G standalone Orange qui va se déployer là, dans la période qui vient, avec toutes les capacités de slicing, etc. L'innovation, là, elle est liée au fait qu'on va apporter des capacités, des bulles 5G privées. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on est en train de mettre au point. On est extrêmement confiant sur les bonnes bandes de fréquences, permettant d'allouer à des broadcasters, à des agences de presse, une capacité, donc un débit montant. Il faut paramétrer, il faut avant tout faire de l'upload et pas du download, à la différence du grand public. Donc c'est ça aussi l'un des challenges. L'upload, la latence, la capacité réservée par utilisateur et déployable sur des sites en quelques heures pour une utilisation pour quelques heures ou quelques jours. Et ensuite, on peut le déplacer sur d'autres sites. Donc vous voyez, c'est ça qu'on est en train de construire. Donc c'est différent de la 5G standalone sur laquelle on fera du slicing pour le grand public ou pour le domaine B2B ou pour des verticales particulières. Merci beaucoup, merci pour vos questions et merci beaucoup aux intervenants de cette table ronde, Romain Ménil, Omar El Zayat, Jean-Paul Giancarlo, Jacques Donat Bouillot et Olivier Vicard et Sotiris Salamouris. Et maintenant, pour conclure cette 6e édition de Spectre et Innovation, j'invite Gilles Brégnan, CEO et de l'ANFR, sur scène. Merci Hayley. Bonsoir à tous et toutes. Alors j'ai peut-être un peu plus de temps que prévu, puisque j'ai compris qu'il y avait une sorte de manifestation à l'extérieur. Et donc vous avez bravé les grèves de métro et de RER pour venir jusqu'ici, vous avez enjambé les poubelles, mais vous allez maintenant affronter, en sortant peut-être, les gaz lacrymogènes et le blocage de la zone. Donc j'ai peut-être un peu plus de temps pour conclure. Et c'est d'ailleurs une épreuve assez complexe, puisque bon, tout ça se fait en temps réel. Les tables rondes étaient très riches. Donc c'est effectivement l'heure de conclure cette 6e conférence Spectre et Innovation. Nous tenions particulièrement à la tenir, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Caroline Laurent, c'est vrai que nous avions dû suspendre ces conférences Spectre et Innovation pendant quelque temps à la suite de toutes sortes de petites péripéties pandémiques. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous voir aussi nombreux, parce qu'en réalité, vous êtes nombreux dans la salle, en tout cas par rapport à toutes les vicissitudes que vous avez dû surmonter pour venir, mais vous êtes encore plus nombreux en ligne, et donc je salue tous ceux qui se sont connectés.
et qui nous ont suivis pendant tout l'après-midi. Les sujets abordés étaient stimulants, très différents, avec tout de même un point commun, je m'étais dit au début, puisque finalement le point commun, c'était un peu the sky is the limit, puisqu'on avait d'un côté les constellations de satellites, d'autre part des grands événements sportifs. C'était un premier point commun finalement assez tiré par les cheveux, mais l'autre point commun finalement qu'on a découvert, c'était la congestion spectrale qui est commune à ces deux domaines. D'un côté, on a vraiment les satellites en constellation qui créent un vrai problème de disponibilité du spectre et aussi de gestion de cette complexité. Et puis, dans les grands événements sportifs, comme les Jeux Olympiques, on voit aussi cette étonnante simultanéité d'usage. Donc, deux cas très complexes en gestion du spectre. Alors, sur les constellations, Eldorado au Far West, question un peu rhétorique, parce que je m'étais dit aussi que finalement, l'Eldorado, c'était au XVIe siècle, et puis 3 siècles plus tard, on a cherché de l'or, on l'a trouvé peut-être sur la côte ouest des États-Unis, un peu plus haut, et finalement, c'est devenu le Far West. Donc finalement, le Far West n'est qu'une sorte d'Eldorado, au fond. Et en réalité, les concepts étaient finalement proches. Un dans l'hémisphère sud, l'autre dans l'hémisphère nord. Mais ce qu'on a compris assez rapidement en écoutant la table ronde, c'est qu'on était réellement à un moment unique de l'histoire du spatial. C'est un moment où on a une sorte d'explosion des possibilités, d'explosion des acteurs. On a des États, bien sûr, dont on a parlé, mais on a aussi des entreprises, des grandes entreprises, on a des start-up désormais, et un très grand nombre d'objets spatiaux. Donc, tout ça se mettait en place, et j'ai été un peu surpris quand j'ai vu dans les premiers slides des notions extrêmement douces, comme celle de partage du spectre, en me disant c'est un Far West finalement assez particulier, un peu New Age, mais finalement, tout ça a glissé très vite vers autre chose qui est devenu progressivement beaucoup plus martial. Ça s'est même traduit en guerre. Les termes ont évolué et petit à petit est apparue une image complète. On a vu les satellites qu'on voyait déjà depuis le début en fixant le ciel, mais assez rapidement, on s'est trouvé projeté vers le sol où on a découvert finalement les terminaux, parce que sans terminaux, pas de satellite, pas de business model. Et après, les terminaux ont assez rapidement, avec les satellites, amené la question des fréquences rares. Et puis ensuite, on a beaucoup parlé aussi des lanceurs, avec une certaine tension actuellement sur les lanceurs. Donc l'image complète s'est dessinée avec ces sortes de 4 pôles, satellites, terminaux, lanceurs, spectres. Les satellites, on a beaucoup parlé de leur coût, du business model qui était attaché à leur usage. On a parlé aussi, alors non pas de l'alignement des planètes, mais du désalignement des satellites par rapport aux LEO et aux GEO, ce qui est assez inattendu, et qui permet justement d'éviter qu'ils se brouillent. On a parlé des terminaux, les antennes actives, qui deviennent finalement très abordables. C'est un peu le phénomène qu'on connaît déjà en 5G, mais qu'on est en train de découvrir au niveau tout à fait, terminaux, des terminaux d'usage courant. La baisse de prix des antennes actives fait qu'elles sont progressivement utilisables par des particuliers. On a beaucoup parlé aussi des terminaux mobiles et puis de la rentabilisation du système grâce à ces engins que sont les avions, mais aussi tout simplement les voitures. Et ces terminaux qui finalement solvabilisent un peu les satellites. Ensuite, on a évoqué le spectre avec des demandes de régulation renforcées, ce qui est plutôt agréable aux oreilles d'un régulateur, mais qui en fait soulève des challenges, puisque finalement, on a bien vu que c'était mondial et que le régulateur national a un rôle à jouer, mais qu'il va falloir trouver une articulation convenable avec les régulateurs au niveau européen et sans doute aussi au niveau de l'UIT. Et puis, on a évoqué les lanceurs avec une concurrence américaine extrêmement présente, avec les Chinois qui sont aussi là, dans leur immense pays et qui font des systèmes spatiaux efficaces. Et cette image en 3 dimensions est devenue très présente. Et donc, Eldorado au Far West, à la fin de la table ronde, je ne sais pas comment répondre à cette question. Moi, ce que j'ai vu plutôt se dessiner, c'est plutôt qu'une bande côtière du côté ouest des États-Unis. J'ai vu plutôt se dessiner une sorte de continent avec un territoire organisé, avec des terminaux, avec des satellites, avec des lanceurs, avec une régulation, avec un peu plus qu'un shérif, en quelque sorte, un véritable régulateur capable de rendre ce territoire habitable, constructible, durable, avec des perspectives. Et donc, ça montre tout l'intérêt de s'y engager rapidement, puisque le dernier message dans cette table ronde, c'est aussi l'urgence. On a beaucoup parlé de la nécessité de réagir rapidement face
aux GAFAM, face à tout ce qui s'installe, puisqu'il n'y a que 6 places, si j'ai bien compris. Donc il faut en prendre au moins une, peut-être plus pour l'Europe. Donc la CMR 23 sera effectivement cruciale pour définir des règles. On va s'y atteler. Et en tout cas, ça nous a bien permis, je crois, de bien comprendre collectivement toute la complexité de ces constellations et tout ce qu'elles changent dans les règles du jeu des satellites. Alors satellites, on a parlé de LEO, de MEO, de GEO. Alors après, j'avais envie de dire des GEO aux JO. On est passé aux Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques, c'était finalement en apparence plus simple, puisqu'on a parlé au départ de choses très sympathiques, qui sont le partage de l'émotion, de comprendre les règles des sports. Alors je me suis dit, avec espoir, j'allais enfin comprendre les règles du hors-jeu. Enfin, bon... Mais bon, donc on a découvert finalement beaucoup de choses qui étaient très sympathiques à partir justement de tout ce qui allait être transmis par les différents systèmes. Après, on a compris aussi rapidement qu'il y avait un problème de rareté de spectre, puisque finalement, les Jeux Olympiques d'été, par rapport à ceux d'hiver, ont la particularité de se produire dans des grandes villes où il y a déjà un usage du spectre assez important. C'est plus facile dans les stations de sport d'hiver, mais on a effectivement peu de spectre disponible, et c'est le cas en particulier à Paris. Donc, par rapport à ça, des besoins de capacité, des besoins de mobilité, des besoins de coûts maîtrisés, les attentes des usagers, vitesse de déploiement. Et en fait, on a aussi évoqué ce qui allait se passer finalement autour des Jeux. Donc, c'est notamment les projets de France Télévisions sur l'UHD, sur le 5G broadcast, avec des meilleures images, des images en UHD qui vont être disponibles partout. Mais finalement, on s'est concentré assez rapidement sur la difficulté qui était celle des sites, justement, des sites olympiques, des nombreux sites olympiques, que j'ai noté 120 sites olympiques. Et ces 120 sites olympiques, finalement, ils ont des particularités. On a une rareté dans le spectre, puisqu'on est en général dans une grande ville. Bon, j'évacue un peu la question particulière de Tahiti qui nous a passionnés, mais en fait, en général, c'est très compliqué à Paris. On a, dans ces sites olympiques, on a finalement des besoins importants de bandes de fréquences qui vont être disponibles pour tous les systèmes de prise de vue mobile, pour tous les capteurs qui existent. Et j'ai noté cette quantité qui peut paraître un peu abstraite de 2 GHz disponibles. 2 GHz, ça peut paraître finalement un peu virtuel, mais 2 GHz, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, les 4 opérateurs mobiles qui exercent à Paris et en France, en fait, écoulent le trafic de tout Paris sur à peu près 1 GHz. Donc en fait, il va falloir rajouter à ce 1 GHz qui va forcément continuer à exister, parce que si vous avez une carte SIM dans votre téléphone, il faut qu'elle continue à marcher pendant les JO. Il faut rajouter 2 GHz qui vont permettre de faire les JO à un endroit qui se trouve être le plus dense en termes d'usage des fréquences en France, qui s'appelle Paris. Donc c'est vrai que c'est un challenge extrêmement important. On a vu tout le métier, en quelque sorte, qui était déployé par les différents acteurs pour essayer de tirer le meilleur parti de ces fréquences. On a parlé de ce fameux don de spectre, en fait, c'est-à-dire les prêts qui sont déjà organisés en France entre affectataires, qui permettent finalement à certains affectataires de prêter des bandes de fréquences parce qu'elles ne seront peut-être pas très utiles à l'instant nécessaire au sud de Paris, mais qu'elles vont pouvoir servir à faire de la captation, du broadcast, de l'organisation, du chronométrage. Et puis au-dessus planait finalement je ne sais pas dire le spectre, plutôt ce rêve de cérémonie d'ouverture qui est très particulière, dont j'ai compris qu'il n'avait finalement jamais été réalisé ailleurs. Et ça va être donc le grand défi de Paris. Donc on a découvert finalement, on a dévoilé au fur et à mesure de la table ronde la partie émergée de l'iceberg, qui est en quelque sorte tout le système hertzien qu'il va falloir construire de manière temporaire en plus, pour permettre à toutes ces images d'arriver sur les téléviseurs du monde entier, et pour permettre à tous ces acteurs d'interagir de manière fluide avec l'expérience qui est recherchée par chaque sportif qui doit arriver dans son village avec son téléphone, son dispositif, et trouver finalement tout ce qui est nécessaire pour pouvoir performer et pouvoir, si possible, monter sur le podium. Donc, finalement, ces Jeux Olympiques apparaissent aujourd'hui comme quelque chose un peu démesuré, à vrai dire, en termes de projet, qui heureusement avance bien, avec beaucoup de compétences techniques, comme on l'a vu autour de la table.
Et c'est en plus un projet quasiment mondial, puisque finalement, entre Paris, entre les différents pays, entre les différents sites en métropole et le surf à Tahiti, je me suis dit en quelque sorte, en guise de conclusion, que c'était quand même dommage qu'on n'ait pas pensé à faire l'épreuve de skateboard dans l'ISS, parce que ça aurait permis finalement de relier en quelque sorte les constellations avec les JO de Paris et d'avoir quelque chose d'assez global en conclusion de cette conférence. C'est une idée que je ne vais pas pousser trop loin, parce qu'en fait, je crois qu'en 500 jours, c'est un peu court, mais globalement, si on arrive à faire ça correctement, je pense qu'on aura quand même des raisons d'être collectivement fiers de nous. Donc, une table ronde extrêmement dense, avec une certaine tension qui était partageable dans tout ce qui était nécessaire pour réussir les JO de Paris. Je pense que tout le monde est complètement convaincu qu'on va réussir à le faire, d'autant qu'on a d'autres collègues qui vont régler les autres problèmes que vous aurez pu trouver en surface. C'est pas nous, c'est pas les fréquences, c'est plutôt pour des questions plus régaliennes. Donc les enseignements, l'innovation reste évidemment au cœur des fréquences. Nous allons continuer à intensifier semaine après semaine, mois après mois, la préparation des Jeux Olympiques, hein, avec le CIO, avec Paris 2024, avec tous leurs partenaires, pour que l'événement soit vraiment à la hauteur des attentes collectives. Nous allons poursuivre à la NFR avec tous nos collègues affectataires la préparation de la conférence mondiale des radiocommunications. D'ailleurs, nous serons à Genève dès la fin du mois de mars pour la pré-conférence, pour commencer à régler un certain nombre de questions avant d'aller à Dubaï en novembre. Et en conclusion, je voudrais remercier Hayley Edmonds, qui nous a accompagnés, qui a animé tout cet après-midi. Alors Hayley ne connaissait pas bien les fréquences au départ, mais non, elle est passionnée par le sujet. Je suis vraiment très heureux que notre thème, finalement, soit aussi bien présenté, parce que finalement, c'est un thème qui irrigue un peu toute la vie de beaucoup de personnes et qui est malheureusement méconnue. Donc merci à Hayley pour votre animation. Je voudrais remercier aussi tous nos intervenants qui nous ont fait partager leur expertise et puis qui ont aussi témoigné de la passion qui les anime pour les satellites, pour les Jeux Olympiques, pour tout ce qui permet d'utiliser les fréquences au mieux. Donc merci de tout cœur à tous nos intervenants, et remercier enfin tous les participants dans la salle et hors de la salle. Donc ceux qui sont hors de la salle pourront plus facilement nous quitter parce qu'il suffira de cliquer sur le bouton. Ceux qui sont dans la salle, peut-être qu'on restera encore un peu dans la salle quelques instants entre nous, mais on a de quoi finalement survivre puisque c'est prévu. Et donc, d'ici là, je pense que tout sera plus simple, parce que en réalité, on va quand même réussir à se délivrer ce soir, et je vous donne rendez-vous dans cette configuration, mais cette fois-ci plutôt en 2024, pour la 7e édition de la conférence Spectre et Innovation, avec sans doute d'autres thèmes que nous allons trouver, puisque l'innovation reste toujours au cœur de la gestion des fréquences. Je vous remercie.